Pourquoi partons en Ukraine? Parce qu'il se passe quelque chose d'assez inédit là-bas. Le chef d'état-major qui s'exprime dans la presse étrangère, on le connaît bien, Valéry Zaloujny, on en a souvent parlé, et qui d'une part reconnaît ses faiblesses et d'autre part admet des erreurs de stratégie. Laura Pouget, Valéry Zaloujny n'a plus l'air si confiant que ça pour la suite des choses. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y aura probablement pas de percée profonde et belle. Par ces mots, oui, Valéry Zaloujny enterre lui-même l'espoir porté par la contre-offensive ukrainienne dans les pages du journal britannique The Economist. Oui. Le chef de l'armée, âgé de 50 ans, a été nommé à son poste le 27 juillet 2021, soit 7 mois avant l'invasion russe. Oui, il a donc tout connu de cette guerre, la tentative de prise de Kiev, la contre-offensive réussie de l'automne 2022, l'impuissance de celle amorcée au printemps 2023. Au début, dit-il, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec nos commandants, alors j'en ai changé certains. Ensuite, j'ai pensé que nos soldats n'étaient peut-être pas adaptés à leur mission, alors j'ai transféré des soldats dans certaines brigades. Mais c'est en se rendant sur le front d'Avdiivka, dans le Donbass, où la Russie mène une contre-attaque depuis plusieurs semaines, qu'il a définitivement réalisé où était le véritable problème. En découvrant, je le cite, sur ses écrans, 140 machines russes en feu, détruites dans les 4 heures qui ont suivi leur arrivée à portée des tirs de notre artillerie. Mais surtout en constatant que le même tableau se reproduisait quand les Ukrainiens tentaient d'attaquer, autrement dit, que les deux forces se neutralisaient avec leurs équipements respectifs. Le simple fait est que nous voyons tout ce que fait l'ennemi et qu'il voit tout ce que nous faisons. Pour sortir de cette impasse, nous avons besoin de quelque chose de nouveau, comme la poudre à canon inventée par les Chinois. En d'autres termes, le général Zaloujny en appelle à des innovations pour tenter enfin de marquer une avancée, et ce dans une combinaison de domaines divers, celui des drones, de l'électronique, de l'anti-artillerie ou encore du déminage. C'est la technologie qui pourrait être décisive selon lui, plus que les armes occidentales qui, dit-il, arrivent souvent avec un train de retard par rapport aux besoins, tout en déclarant quand même, ils ne sont pas obligés, les Occidentaux, de nous donner quoi que ce soit, et nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons. J'expose simplement les faits. Alors, on va revenir dans un instant sur cette... quand il parle de la poudre à canon inventée par les Chinois, on a 2 historiens sur le plateau, on va en profiter évidemment. Simplement, Laura, en quelques instants, il est assez humble aussi dans ce papier, Valéry Zaloujny, parce qu'il reconnaît aussi ses propres erreurs à lui. Surtout celle d'avoir voulu saigner les troupes russes pour les arrêter. Écoutez-le, c'était mon erreur. La Russie a perdu au moins 150 000 hommes. Dans n'importe quel autre pays, de telles pertes auraient mis fin à la guerre. Mais pas en Russie, qu'il décrit en ces termes, un État féodal où la ressource la moins chère est la vie humaine, quand pour nous, ce qui coûte le plus cher, c'est notre personnel. Parole d'un homme qui a enterré de nombreux hommes au cours de ces mois de guerre. Photo prise ici lors d'obsèques en mars dernier à Kiev, et qui pense que la guerre longue annoncée ne peut que favoriser le pays de Vladimir Poutine, plus puissant démographiquement, à moins d'une étincelle, toujours la technologie. Nous devons trouver cette poudre à canon, la maîtriser, l'utiliser pour une victoire rapide, parce que tôt ou tard, nous nous rendrons compte que nous n'avons tout simplement pas assez de monde pour nous battre. Merci beaucoup, merci Laura. Alors cette poudre à canon, quand il parle de la poudre à canon, je vais commencer avec vous Benoît Billan, c'est qu'il dit les Chinois ont eu ce saut technologique particulièrement important qui les a fait effectivement grandir militairement. En fait, il dit qu'il nous faudrait inventer quelque chose qui soit l'avantage de ce qu'a été la poudre à canon à l'époque, quoi. Oui, en fait, il parle d'une rupture technologique véritablement majeure, c'est-à-dire pas les petites innovations qu'on peut voir depuis le début de cette guerre. Pas les drones sous-marins. Mais quelque chose qui serait véritablement le game changer dont tout le monde parle à chaque fois qu'il y a une nouvelle arme sur les théâtres d'opération et qui en fait n'existe pas. Le problème, c'est que bon, d'une part, c'est un constat qui arrive quand même assez tard, il faut le dire, et d'autre part, il est assez inquiétant pour l'Ukraine de voir qu'ils placent leurs espoirs dans quelque chose qui tiendrait un petit peu du miracle. Parce que imaginer que ça puisse se produire, ce n'est pas impossible, bien sûr. On peut imaginer qu'il y ait des technologies qui permettent d'aider à débloquer la situation, mais déjà, elles ne le feront pas seules. En tout cas, si on se base sur l'autre exemple historique qu'utilise beaucoup Valéry Zaloujny dans cet entretien, qui est celui de la Première Guerre mondiale, les innovations n'ont porté leurs fruits qu'une fois qu'elles ont été, je dirais, intégrées et mises en œuvre avec des tactiques adaptées également. Et par ailleurs, eh bien là, c'est c'est se reposer sur quelque chose qui a aussi toutes les possibilités de ne jamais se produire. Donc c'est véritablement un constat.
très inquiétant pour l'armée ukrainienne, mais assez peu surprenant en réalité au vu du cours qu'ont pris les opérations depuis cet été. Après, il dit autre chose qui est très intéressant aussi, ce que nous expliquait Laura. Il disait, nous, on a compté sur faire le plus de morts possible côté russe, et puis en fait, on se aperçoit qu'ils ont, pardon de la comparaison, mais un robinet qui est intarissable, quoi. En fait, ils envoient des gens à la mort. On l'a découvert, nous, à Bakhmout, où on voyait des pauvres gars qui étaient envoyés à la mort comme de la chair à canon. On a beaucoup employé cette expression. Il s'est trompé là-dessus, Zaloujny. Oui, il s'est trompé, oui et non. Je pense que nous, on a une vision un peu erronée de comment combat la Russie. Ah oui. On s'est aperçu, par exemple, avec la façon dont les cadres de Wagner servent d'instructeurs maintenant dans les troupes russes, que les troupes de Wagner, c'était pas ce qu'on en avait dit. Ouais. En fait, ce sont des professionnels de la guerre qui ont beaucoup appris et qui sont devenus des maîtres instructeurs et qui sont en train de former au combat les unités. Et on s'est aperçu que quand l'armée russe est au contact, dès que les unités sont au repos, elles s'entraînent. C'est-à-dire que la qualité intrinsèque de l'armée russe augmente et que la façon dont on perçoit donc l'armée russe au combat, je pense, nous trompe un peu sur l'optimisme que nous avions sur les... Elle a effectivement beaucoup... On a été très, très étonnés au début de se dire, mon Dieu, mais ils ne sont pas au niveau. Et en fait, on n'a pas vu l'évolution derrière. Il y a quand même une question peut-être, Arlette, parce que il y a quelques jours, c'était Time Magazine. Il faisait la une de Time Magazine, Volodymyr Zelensky, où il disait « Personne plus que moi ne croit qu'on va gagner », etc. Au point, en fait, ce qu'on lisait en creux dans ce papier, c'est au point qu'il en serait quasiment à perdre sa lucidité. Il y avait un de ses proches qui disait, un de ses collaborateurs, qui dit dans ce papier, je le cite, nous n'avons plus d'options, nous ne gagnons pas, mais essaye de lui dire ça. Est-ce que c'est... Ouais, peut-être je suis devenue méfiante. Est-ce que ça vous surprend ou pas? Est-ce qu'ils en font pas un peu beaucoup pour nous dire que c'est la catastrophe côté ukrainien, qu'on n'a plus le moral et qu'on n'y arrive pas? Je voulais dire, en parlant de Zaloujny. Oui, par exemple. Deuxième exemple. Je ne pense pas, parce que, je ne sais pas, mais on pourrait, un autre temps, il aurait pu être poursuivi pour défaitisme, non? Je ne sais pas, sauf qu'il est le commandant suprême, c'est l'homme le plus populaire d'Ukraine, et il fait ce papier effectivement dans The Economist où il dit en gros, on voit pas très bien quelle est la suite qu'il imagine, parce qu'il n'y aura pas d'armes miraculeuses, miracle. Les F-16, il dit en gros qu'ils arrivent trop tard, et donc ça ne changera pas radicalement la guerre. Donc il s'inscrit dans la crainte de retour à la Première Guerre mondiale, avec une guerre de tranchées, de positions qui dure éternellement, et on ne sait pas comment on s'en sort. C'est à la fois, on l'a dit, peut-être honnête de reconnaître ses fautes, mais soit il démissionne derrière, ce qui pourrait être assez logique, pardon de dire comme ça, mais continuer à faire confiance à quelqu'un qui vous dit en gros qu'il s'est trompé sur toute la ligne depuis le début, et on peut le comprendre, il a fait ce que sans doute il pensait devoir faire, il imaginait une percée beaucoup plus rapide, et là il constate que la percée de la contre-offensive n'a pas eu lieu et qu'elle n'aura jamais lieu. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un vrai problème pour l'Ukraine. C'est un problème évidemment pour les militaires, pour ceux qui sont au front et qui vont lire ce papier. Franchement, la démoralisation absolue. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit pas, il n'y a pas de porte de sortie, si ce n'est des livraisons d'armes qui seront peut-être plus difficiles encore à obtenir du côté américain, où il y a déjà des réserves de la part des républicains. Donner de l'argent à des gens qui vous disent en gros, pour faire simple, et pardon de le dire comme ça, qui vous disent en gros, de toute façon, on n'y arrivera pas. Je pense que ça mérite une vraie réflexion. Zelensky est, paraît-il, fatigué, mais on peut le comprendre. Zaloujny est découragé. C'est difficile, je pense, pour les Ukrainiens de garder le moral aujourd'hui.